Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce nouveau numéro de la saison 4 de French Big Ballers, votre podcast traitant de l'actualité des Los Angeles Lakers. Des stars en bonne santé, des role-players efficaces et des systèmes de jeu recherchés, la NBA a fait son retour pour le plus grand plaisir des fans de la balle orange. Certains d'entre eux font la moue, n'ayant que trop peu goûté au contenu proposé par la franchise de cœur qui n'est pas au rendez-vous. Lui est bien là avec nous ce soir, Nas est là pour évoquer son bonheur. Comment ça va, Nas? Écoute, ça va Clément. Pas heureux parce que je supporte les Lakers, heureux parce que j'ai une nouvelle voiture il n'y a pas longtemps, un taf, que tout va bien dans ma vie, évidemment. Vu que tout va bien, les Lakers se vautrent et l'Olympique de Marseille aussi. On peut faire un parallèle, Nas, en début de saison sur les prédictions qu'on avait eues et ce qui se faisait un peu dans la sphère Twitter, ouais, notamment. D'un côté, certains promettaient déjà un titre à Los Angeles, d'autres promettaient un remake de l'épopée 2012, dirais-je. Oui. Je pense que très peu avaient pu anticiper un début de saison aussi difficile. Ouais. On rappelle un calendrier relativement aisé, un nombre de matchs importants de jouer un nombre important de matchs joués à domicile. Je crois qu'on a joué 8 matchs à l'extérieur pour le moment sur 22. Et 3 stars en relative bonne santé. Il y a eu quelques absences, il y a eu des suspensions, il y a eu des blessures et des maladies, mais les 3 sont, pas mal de fois en tenue sur le terrain. Oui. Et pourtant, les Lakers trônent à une morne 8e place à l'Ouest, avec un bilan tout juste équilibré de 11 victoires et 11 défaites suite à la victoire hier face aux dangereux Pistons. Exactement. Oui, on enregistre le pod du coup le lendemain du match face aux Pistons. Alors, par rapport au bilan, pour rapidement rebondir, ça va être le ping-pong entre nous deux ce soir une fois de plus, puisqu'Adrien ne nous accompagnera pas. C'est vrai qu'au niveau du bilan et au niveau du classement, ça se joue dans un mouchoir de poche entre la 4e et on va dire la 10e place. On pourrait même rentrer Utah qui est finalement pas très très loin. Donc on a un bilan qui est pas flatteur, ça c'est une certitude. On a un classement qui pourrait passer du tout au tout en une semaine, quoi, en réalité, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Mais bref, oui, pour reprendre un peu ce que tu disais et lancer un peu le débat par rapport à ça. Nous, dès le début, premier pod, même signature de Russell Westbrook, on en a parlé, on avait évoqué un roster qui était une construction d'effectifs qui était assez déséquilibrée. On l'avait aussi évoqué sur le compte et ça nous avait valu les foudres de pas mal de fans de Westbrook, notamment qui nous disaient que non, il y a Russell Westbrook, machin et tout. Et nous, il n'avait jamais été question de dire que Russell Westbrook n'était pas l'homme providentiel ou n'était pas le bienvenu à Los Angeles. Mais juste de dire que effectivement, Westbrook, on l'a fait venir. En échange de Westbrook, on a balancé pas mal de joueurs. On n'a pas re-signé Caruso. Enfin bref, on a construit un effectif qui était prometteur sur le papier en attaque, au shoot en tout cas. Et dès le début, on savait que ça allait être light en défense parce qu'individuellement, on avait des profils qui étaient pas incroyables sur le papier autour de notre trio de stars. Et finalement, c'est un peu ce qui se passe, à l'exception près que c'est pas terrible en attaque non plus, notamment. On y reviendra. Nas, juste une petite question du coup. Oui. Sachant que YouTube a revu sa politique et que les pouces négatifs, les j'aime pas ne sont pas visibles, est-ce qu'on le dit tout de suite qu'il valait mieux trader pour Buddy Hield que Russell Westbrook? On attend. Écoute, on va attendre un petit peu, mais c'est vrai que toi et moi, on a écoulé un paquet de scénarios de trade potentiels qui auraient pu bonifier cette équipe. À la fois, on reviendra un petit peu sur ce début de saison et sur ces derniers matchs. On a eu un Russell Westbrook qui a très très mal démarré et qui petit à petit est quand même en train de monter en puissance, notamment sur ces 5-6 derniers matchs là. Donc voilà, mais effectivement trade on va dire risqué, voilà, pour pas en dire plus, trade risqué qu'a fait Rob Pelinka, et derrière une construction de roster qui a suivi, mais qui a suivi une ligne directrice en tout cas, que notre cher coach Frank Vogel a du mal à mettre en musique pour le moment. Oui, ça dépendait de certaines choses, notamment un playbook intéressant. Et j'avais un peu résumé ça. Comment on pourrait expliquer ce départ catastrophique? J'estime qu'il est catastrophique. J'avais noté une ribambelle de blessés, une défense poreuse, des rotations foireuses, une attaque peu inspirée, du coup, avec un playbook minable, et un manque de constance et de lucidité, notamment, et des Lakers qui craquent dans le troisième quart-temps. Un manque de mental, en fait. Qui lâchent alors qu'ils ont 10 points d'avance. Voilà, les principaux responsables d'un départ poussif. Mais après 22 matchs déjà joués, Nas, est-ce qu'on peut encore espérer atteindre le statut de contender qu'on nous collait à la peau
lors de la l'off-season, ou doit-on déjà se tourner vers le futur en tradant LeBron James pour Shady Osman et Dion Wade? Non, écoute, franchement, moi là tout de suite, je vois pas comment cette équipe va pouvoir se transformer du jour au lendemain en un contender dans la qualité d'une équipe des Warriors par exemple ou d'une équipe des Suns qui carbure, ou même d'ailleurs d'équipes à l'Est qui tournent très très bien. Je pense aux Nets qui sont assez irréguliers mais qui moi me convainquent un peu plus que les Lakers en tout cas. Pour l'instant, j'avoue que j'ai un peu peur. Je vais pas te mentir, j'ai un peu peur. Et pour moi, s'imaginer que le retour de Nunn et d'Ariza va bousculer ce roster et le transformer en quelque chose en une équipe contender justement, je sais pas, je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr que j'ai envie de placer tous mes espoirs et toute ma confiance en ce cher Trevor Ariza, qui est un joueur que j'aime beaucoup, qui a joué 2 finales NBA avec les Lakers quand même, il faut le préciser, mais qui va se traîner ses cannes, hein. Il est plus tout jeune, le bonhomme. Et est-ce qu'on a envie de miser tous nos espoirs sur un Trevor Ariza pour défendre à l'aile et pour permettre à Heidi de jouer poste 5 avec un ailier fort, qualitatif en défense, CF à la place de Melo, hein, bien sûr, on s'entend. Je sais pas. Je sais que Kendrick Nunn va avoir un apport supérieur à ceux qu'on a vu de Rondo, même si là il est sorti de la rotation, mais il a quand même pas mal joué, c'est certain. En fait, c'est un début de saison qui est vraiment bizarre parce que on avait des certitudes concernant Ken Bazemore par exemple, et il s'est avéré qu'il a pour l'instant pas du tout répondu présent. On se l'était vendu, mais parce que c'était ce qu'il était avant, comme un shooter, on va dire pas un shooter élite, mais un shooter décent dont il faut respecter le shoot, et un défenseur plutôt efficace sur l'homme. Et on s'attendait à ce qu'il prenne un petit peu ce rôle qu'avait Caruso avant. Il n'en a rien été. En attaque, ça a été la foire totale. Les shoots ne rentrent uniquement si LeBron est sur le parquet. Un peu dommage puisque LeBron a raté la moitié des matchs. Et voilà, des lay-ups qui bloquent dans tous les sens, des passes qui partent n'importe où, des ballons perdus. Et en défense, c'était pas terrible non plus. Donc, alors, ouais. J'atténuerai puisque finalement en défense il s'en sort quand même peu correctement, même si ça paraît compliqué à l'entendre. Mais en tout cas la défense sur l'homme, sur l'homme est bonne, bien meilleure que Ray Bradley par exemple. Ah bah ça c'est sûr. J'allais te proposer Nas avant de parler des joueurs, peut-être parler de la vision globale et notamment la défense, puisque c'était quand même le pilier et la certitude des derniers rosters qu'on a eu aux Lakers. Et on le savait déjà que la défense allait baisser, et effectivement on est rentré dans le rang puisqu'on est 18e à l'efficacité défensive. Absolument. Et il y a des stats inquiétantes puisque voilà, on est une équipe qui concède beaucoup de fautes et de lancers francs concédés. Je crois qu'on est l'avant-dernier, enfin la deuxième équipe à concéder le plus de lancers francs par match. 23,5 lancers francs par match. Voilà. C'est énorme. Au niveau des 3 points concédés, voilà, on est aussi dans le dernier tiers. On est une équipe qui concède beaucoup de 3 points. Heureusement, le pourcentage adverse est dans la moyenne. Ce qui est aussi inquiétant, c'est la défense sur transition. Là, on est là aussi catastrophique. On encaisse 14 points. Je crois qu'à titre d'exemple, les 2 années précédentes, on était plus autour des 10 points par match sur fast break. Voilà, donc là, on est 26e de la ligue. Et deux grosses surprises, notamment quand tu constitues ton roster et que tu signes des prétendus gros défenseurs au poste 5 que sont DeAndre Jordan et Dwight Howard. Tu peux t'attendre à la défense de cercle, de protection de cercle et au rebond, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on est la sixième pire marque de la ligue à la protection de rebond. Oui. On est la deuxième équipe qui fait le moins de box-out par match. Et on est l'avant-dernière équipe dans le domaine des points encaissés dans la peinture. Voilà, ça dresse un tableau de l'apport, notamment de DeAndre Jordan et un petit peu moins, mais Dwight Howard aussi. Oui. En fait, ce qui est un peu embêtant, les stats que tu as sorties, franchement, elles matchent totalement l'eye test. On le voit qu'on n'est pas assez bon au rebond. Je veux dire, ce que tu me dis, en regardant match après match, on se rend compte que c'est une réalité. Il y a aussi des clés à tout ça, typiquement la défense sous le cercle. On a, je trouve, un gros problème cette année aux Lakers qu'on n'avait pas nécessairement l'année dernière, et pas uniquement grâce à Caruso, mais aussi un peu grâce à KCP. Il faut lui rendre quand même ses fleurs, à ce cher Kentavious.
J'ai l'impression que si on tombe sur un POA, un point of attack, autrement dit un meneur qui balle en main est capable de soit shooter à 3 points après un écran, soit capable d'attaquer le cercle et efficace dans les deux. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que c'est bien ça, Clément. Oui. Ouais. On a un gros problème parce que le premier rideau se fait casser quasiment systématiquement. En fait, on n'arrive pas on n'arrive pas en fait à freiner les drives adverses. En tout cas, d'un point de vue d'ITES, j'entends. On a beaucoup de mal à freiner les potentiels drives adverses qui peuvent venir de n'importe où, et notamment de ces points of attack, parce qu'en fait, on n'a pas de défenseur suffisamment bon au périmètre pour apporter en fait une vraie adversité, apporter quelque chose de solide pour empêcher ces drives. Et le problème, c'est qu'on se retrouve à finalement avoir un AD que les adversaires aiment bien faire ressortir à l'extérieur, parce que finalement, quand AD joue poste 5, quelle est la faiblesse de ces Lakers? Tu fais sortir Anthony Davis, il n'y a plus personne à l'intérieur, et là, c'est rebond offensif si tu rates ton shoot, et c'est porte ouverte en dessous du cercle. Et c'est un peu ce qui se passe tout le temps. Les équipes ont compris comment jouer les Lakers, en fin de compte. Elles font ressortir AD. AD fait souvent ce qu'il peut sur le point of attack à base de switch, etc. Mais il peut pas contester malheureusement tous les tirs d'un Lillard ou tous les tirs d'un Curry, par exemple. Et finalement, derrière, c'est porte ouverte. Et donc, moi, ce qui m'inquiète un peu, Clément, et tu vas me dire ce que tu en penses, c'est que j'ai l'impression que le système défensif de Frank Vogel, qui est un système défensif qualitatif, on va pas se mentir, on a fini 2 fois meilleure défense de la Ligue 2 années consécutives avec lui. Je pense qu'en fait, il est trop exigeant pour les joueurs qu'on a à disposition, et en prenant évidemment leur talent individuel en défense et athlétique aussi, parce que c'est un système qui demande aux joueurs d'être très rapides, vu qu'on est sur un système où il y a beaucoup de rotation. Ça va demander une rigueur mentale de toujours voir les rotations et de beaucoup se parler, et aussi une rigueur physique de très vite ressortir pour faire les close-out sur les défenseurs adverses. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas le personnel en défense suffisamment bon pour le faire. On a vu Ellington le faire sur 1 ou 2 matchs, mais voilà, c'est 1 ou 2 matchs et après c'est pas bon. Malik Monk totalement perdu, Bradley perdu, THT perdu. On a en fait un paquet de guards qui se retrouvent vraiment perdus dans le système. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, plus que le système, c'est les joueurs. J'ai tendance à dire, puisque voilà, Frank Vogel, sa réputation est d'être un coach défensif. Et il faut dire quand même que sur les deux années qu'on a vécues, les 2 dernières années, il a su se renouveler et s'adapter au roster. On avait une défense vraiment, notamment la première saison où on est champion NBA avec Dwight Howard et JaVale McGee dans la raquette, où le pivot est amené à drop, ce qui est censé faire, ce qui est mis en place aussi quand Dwight Howard ou DeAndre Jordan sont là. C'est en sortie de pick and roll, ils restent bien bas et ils sont censés contenir. Je dis censé puisque j'ai encore des images de DeAndre Jordan qui se fait contourner comme un plot et qui ne fait même pas l'effort de revenir en seconde lame. Mais voilà. Et cette stratégie défensive change quand AD est en 5 parce que AD est capable de switch. Exactement. Le souci, c'est que les joueurs qu'on avait avant, au-delà d'être bons défenseurs, étaient des joueurs capables de défendre off-ball, loin du ballon, de faire des bonnes rotations. Melo n'a jamais été bon en défense, fait ce qu'il peut au niveau des rotations, ça reste à peu près correct de ce côté-là, mais tu peux pas rattraper des carences de 15 ans, voire même pas 2003, ouais. 19 ans. 18, voilà, c'est de plus de 18 ans de carrière, tu peux pas les rattraper là. Tu as des joueurs que tu as recrutés cet été qui ne sont pas bons en défense. On l'a dit, Malik Monk, ouais. Voilà. Rajon Rondo n'est pas bon en défense. Non. Avery Bradley n'est pas bon en défense malgré sa réputation. Je publierai ce soir une stat par rapport à Avery Bradley. On en rediscutera sur le compte. Et THT, on l'a dit, il est très bon sur le joueur, ou du moins bon sur le joueur et moins bon en dehors. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des joueurs limités dans les déplacements, des joueurs qui sont pas capables de comprendre les rotations qui leur sont demandées, mais qui sont des rotations basiques. Et en termes de bons défenseurs, ça se compte sur les doigts de la main. C'est-à-dire qu'il y a LeBron James qui est capable d'effectuer une rotation correcte, Anthony Davis. Tu vas avoir Russell de temps en temps quand il pète pas un câble et qu'il fait pas un close-out sur un type qui est déjà pris. Et Trevor Ariza quand il reviendra, quoi. Et Kendrick Nunn potentiellement aussi. Voilà.
ça fait très peu de solutions défensives. Non. Ce qui est argumenté, je rebondis sur les stats que j'avais publiés, notamment la protection de cercle et la faiblesse notre faiblesse au rebond, qui n'est pas forcément due qu'au pivot. Et on est d'accord que les box-out sont censés venir aussi des extérieurs qui sont censés bloquer leur adversaire. Pour le coup, les pivots, s'ils contestent le tir, ils peuvent pas bloquer. C'est aussi la remarque qui avait été faite concernant Heidi, qui disait qu'on disait qu'il prenait peu de rebonds. Bon, c'est-à-dire que si tu sors sur un meneur pour contester un 3 points, tu peux pas être sous le cercle pour prendre le rebond. Ah bah non. Voilà. Bien sûr, c'est ce que j'avais expliqué à une personne qui déplorait qu'effectivement, il prenait pas beaucoup de rebonds, il en prenait pas suffisamment. Effectivement, si t'es sur un pick and roll et AD switch sur le meneur qui était tenu par Westbrook, par exemple, c'est pas surprenant que ce soit Westbrook qui finisse avec le rebond à la place d'AD, d'autant déjà qu'en plus, Westbrook est plutôt pas mal dans l'exercice de récupérer les rebonds. Le chiffre brut des rebonds, pour AD, il va vraiment varier si l'équipe adverse va essayer de le faire ressortir plus ou moins. Et ça dépend beaucoup de s'ils ont un meneur ball handler capable de faire sortir AD, potentiellement le dribbler ou de tirer à 3 points. Pardon, excuse-moi, je te laisse reprendre. Pour revenir sur la défense, ce qui était notre force quand on a été champion, et c'est ce que Pelinka a essayé de remettre en place, de pouvoir jouer avec deux intérieurs, deux big men dans la peinture, ça menait normalement une dissuasion supplémentaire. Absolument. Et un pourcentage de shoot proche du cercle inférieur à la moyenne, quoi. Sauf que c'est pas le cas. C'est-à-dire que cette stratégie nous avait amené à être la meilleure défense de la ligue, ou l'une des meilleures défenses de la ligue. Là, on se retrouve, on l'a dit, à des niveaux abyssaux sur la défense de la peinture, sur le rebond, etc. Et Crangy avait sorti une stat, avait fait une comparaison. Quand DeAndre Jordan était sur le terrain, Dwight Howard était sur le terrain, ou quand aucun des deux était sur le terrain, ce qui supposait que Anthony Davis était en 5. Si tu veux, le pourcentage de shoot pris au cercle des adversaires augmente légèrement, ce qui est logique, on l'a dit, il y a deux intérieurs pour défendre au départ, il n'y en a plus qu'un, il n'y a plus qu'AD pour défendre, automatiquement le pourcentage augmente. C'est pareil avec le pourcentage de réussite des adversaires au cercle qui augmente quand AD est seul sous le cercle que quand Dwight Howard et AD sont là. Déjà, il y a une légère différence, c'est-à-dire que les Lakers, quand ils ont Anthony Davis seul dans la peinture, quand ils ont Anthony Davis et DeAndre Jordan, c'est la même efficacité pour l'adversaire. Voilà, donc ça, je vous laisse tirer des conclusions sur l'utilité de DeAndre Jordan. Deuxième stat, pour le pourcentage des rebonds défensifs, pour les Lakers, ils sont beaucoup plus efficaces au rebond quand Dwight Howard est sur le terrain, avec Anthony Davis ou sans Anthony Davis, ou quand Anthony Davis est sur le terrain. Ils sont moins bons quand DeAndre est sur le terrain. Voilà. Donc, à partir de là, c'est... Tu te dis que l'impact défensif de ces pivots est minime. Il est minime parce qu'il n'y a pas les efforts à côté, parce qu'ils commencent à avoir un certain âge et au niveau des mouvements, ça y va en marchant. Aussi parce que les coachs adverses s'adaptent. Et donc, le bénéfice qui est censé supposer d'aligner deux intérieurs, il est nul. Il est nul, il est même négatif parce que ce qu'ils sont censés t'apporter en défense compense les inconvénients qu'ils te donnent en attaque. Évidemment. Voilà. Et les stats, elles sont assez énormes, mais c'est simple. Il avait pris, pareil, le comparatif avec les mêmes joueurs. Donc, soit DeAndre Jordan et AD ensemble, soit Dwight sur le terrain, soit aucun des deux, donc AD en 5. Et bien là, c'est simple. Grosso modo, AD, Russell Westbrook et Brown prennent 10% de plus, 10% de shoot de plus près du cercle. C'est-à-dire que AD avec, par exemple, DeAndre Jordan, il prend 32% de ses tirs sont au cercle avec DeAndre Jordan. Quand il est tout seul sur le parquet, c'est 45% de ses tirs qu'il prend au cercle. Et c'est pas seulement le nombre de tirs pris. C'est-à-dire que ça se retrouve aussi en termes d'efficacité. Quand DeAndre Jordan est sur le terrain, AD au cercle, c'est 66% de réussite. Quand il est tout seul, 78% de réussite. Russell Westbrook, quand DeAndre Jordan est sur le terrain, 40% de réussite au cercle. Quand il est seul avec AD, 62% de réussite. Oui, parce qu'en fait, DeAndre Jordan, il a, comme tu disais, il était techniquement censé pouvoir nous apporter une plus-value défensive qui ne nous apporte pas, qui est même pire qu'un handicap, mais en attaque, en fait, il bouche littéralement la peinture, en fait. Il bouche l'accès au cercle, que ce soit pour Westbrook ou que ce soit pour Anthony Davis. Une fois de plus, c'est mathématique, quoi. C'est pas très très compliqué à comprendre. Et ce qui est un petit peu embêtant avec DeAndre Jordan, c'est que lui, en l'occurrence,
hormis le trouver sur un lob, il ne te sert vraiment à rien. C'est-à-dire que tu peux même pas compter sur ses mains pour potentiellement lui glisser une belle passe sous le cercle qui va finir. C'est vraiment un poids, quoi. C'est un poids mort et tu l'as sur ton dos en attaque et tu dois composer avec. Maintenant, Clément, tout ça est dit. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur DeAndre Jordan. Oui, j'allais dire que c'était aussi cette inefficacité en attaque, c'était aussi majoré par les systèmes de Frank Vogel, mais on en discutera un petit peu plus tard. J'ai souvenir à un moment donné en pré-saison où Russell Westbrook prend un écran de DeAndre Jordan, l'adversaire logiquement passe en dessous de l'écran, c'est-à-dire qu'il ne monte pas sur Russell Westbrook, il va l'attendre à la sortie de l'écran. Russell Westbrook fait la passe à DeAndre Jordan, et en fait ça devient un trivial handoff. C'est-à-dire que DeAndre Jordan fait à la fois l'écran et la passe, et ça permet à Russell Westbrook de prendre l'avantage sur son adversaire après. Mais ce genre de choses, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Donc la question est maintenant, c'est on a abandonné l'efficacité défensive, ce qui faisait notre identité en fait. On a essayé de coller du sparadrap sur une fuite d'eau en mettant DeAndre Jordan et Dwight Howard dans le roster. Est-ce que maintenant on abandonne totalement cette idée pour se tourner vers une attaque pour qu'elle soit la plus efficace possible, même si tu perds un peu en défense, mais c'est-à-dire que si tu passes de la 18e défense de la ligue à la 21e avant de trouver une solution pour accompagner Eddy dans la peinture, je pense que le risque est bon à prendre, quoi. Voilà. C'est la question à 1 million d'euros, effectivement. Voilà. C'est compliqué de se poser la question parce que effectivement, de toute façon, déjà, on remarque que historiquement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont championnes en étant si mauvaise défense que nous on l'est actuellement. Donc de toute manière, quoi qu'il arrive, si on veut redevenir un contender sérieux pour ce titre, il va falloir que cette défense s'améliore d'une manière ou d'une autre. Est-ce que les retours d'Ariza et de Nunn dans l'effectif, pour lesquels on n'a pas encore de timeline, faut pas se mentir, feront que cette défense va s'améliorer? Moi, j'aurais tendance à dire comme ça, là, en prenant ma boule de cristal, que oui, on va s'améliorer. On passera peut-être de la 18e à la 15 ou 14e meilleure défense, mais ce sera peut-être encore un peu léger. Et pour en venir à ce que tu disais, maintenant, si on veut, entre guillemets, travestir ce qui faisait notre force, c'est-à-dire la défense avant, et nous tourner vers un système un peu plus offensif, où on va vouloir avoir un trio qui score beaucoup et des role-players qui sont en mode score pour gagner les matchs comme ça. Est-ce que Frank Vogel est toujours le bon coach pour avancer dans cette direction? Voilà, ça c'est le deuxième point. Le souci, c'est que quand tu es mauvais en défense, tu es censé compenser en attaque. Enfin, mauvais, on s'entend, là on est dans la moyenne, quoi. Sauf qu'on est encore plus mauvais en attaque. Donc on est 22e équipe la plus efficace offensivement. Voilà. Et c'est moche. C'est moche, c'est-à-dire que les stats globales, elles sont catastrophiques. On tente très peu de 3 points, et notamment des 3 points dans les corners, qui sont généralement des bons tirs et des tirs à succès, puisque généralement c'est issu de décalage. On tourne notamment à 40% sur ces tirs, mais bon, on n'en tente que 7 par match. On est la 28e équipe en termes de tirs à 3 points tentés dans le corner. Par contre, là où on est bon, c'est dans les balles perdues, puisqu'on est à 16 balles perdues par match. Il y a très peu d'équipes qui font mieux. Voilà, on distribue des offrandes aux joueurs adverses, donc c'est nickel. Là où on est très bon aussi, c'est dans le jeu à mid-range. Oui. Là, on gère bien, quoi. Enfin, on gère bien en nombre. C'est-à-dire que toutes nos possessions finissent par une isolation ou un post-up avec un fadeaway d'AD, ou l'action suivante, c'est un fadeaway de LeBron, puis après il y a un pull-up de Russell. Donc franchement, il y a de la variété, c'est intéressant. Tout ça pour dire qu'en fait, comme on le dit, il y a plusieurs comptes Twitter qui sont super intéressants de ce côté-là et qui te parlent de système de jeu, de sets très intéressantes et de ce que tu peux proposer si la défense fait quelque chose adverse. Par exemple, au hasard, Anthony Davis prend le ballon au poste, il y a une prise à 2. Qu'est-ce qui se passe? Les Lakers, et Anthony Davis ressort le ballon sur un joueur immobile, gardé par un joueur adverse, pendant que tu as 3 pinpoints des Lakers, qui sont pas bons à 3 points d'ailleurs, hein, ils restent immobiles dans un corner avec 1m50 entre chaque. Ça, c'est des photos que j'ai mis de toute façon. J'ai décidé de lancer un thread. À chaque fois que j'en vois une passer, je le commente et on les rajoute, on les met bout à bout. C'est vrai que c'est des photos, c'est des images, sincèrement, Clem, c'est des images horribles, quoi. Quand tu les vois et que t'aimes le basket, que tu connais un peu la tactique, et tu vois ça, mais c'est des images, franchement, c'est des images horribles, quoi. Tu te dis, mais putain, mais comment c'est possible comment c'est possible qu'une équipe, qu'une franchise comme les Lakers, je veux dire, on parle pas d'une franchise en perdition, on parle d'une franchise qui était championne il y a 1 an et demi, même pas.
Ouais. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là, quoi? Tu vois, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Après, c'était aussi le cas, je pense, déjà depuis la saison, on avait le titre, mais c'est passé outre parce qu'on Oui, on c'est gagne. vrai. C'est Mais vrai, c'est vrai. on a toujours dit, j'ai souvenir dans nos podcasts précédents, que Vogel Mm. n'était pas déjà un bon coordinateur offensif. Non. C'est-à-dire que niveau playbook, c'est assez limité. Mais c'est aussi un coach qui est rarement capable de s'adapter en plein match. Oui. Et comme on le dit, au niveau lecture, voilà, c'est limité. Est-ce que, parce qu'il y a deux questions qui ont été posées et il va falloir mettre les pieds dans le plat, ce qui est reproché à Vogel aujourd'hui, c'est un manque de variété offensive. Et c'est vrai que généralement, quand tu as deux joueurs capables de jouer sur pick and roll, enfin de créer sur pick and roll comme LeBron et Russell Westbrook, et que tu as un roller comme Anthony Davis, que tu as des joueurs capables de couper, etc., c'est des solutions simples et basiques qui ne sont pas mises en place. Est-ce que cet homme est toujours capable de gérer une équipe? Et l'autre question, c'est les rotations. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, il s'est mis en tête de mettre DeAndre Jordan dans le 5. Et dernièrement, Avery Bradley. Hein. Et dernièrement, Avery Bradley aussi. Et Avery Bradley, ce putain de 5 majeur. Qui a eu, faut le reconnaître, qui a eu un très bon début de saison avec des tirs à 3 points qui rentraient dedans, un semblant d'efficacité défensive, sauf que c'est plus le cas. Comme je l'ai dit, on en reparlera d'ici peu. Voilà, la question qui a été posée, qui anime tout le monde, c'est est-ce que Frank Vogel est l'homme de la situation et est-ce qu'il faut le dégager? Est-ce que toi, tu as un avis à ce sujet déjà? Moi, franchement, je fais plutôt partie des pros Frank Vogel dans l'absolu. Mais là, en ce moment, je suis très, très embêté par les matchs qui se suivent avec DeAndre Jordan et Avery Bradley dans le 5. Et là, on en est arrivé à un point où, pour moi, c'est du délire et du déni, tu vois, de continuer de les start. Et franchement, je n'ai pas l'impression j'ai l'impression plutôt, que Vogel ne sait pas ce qu'il fait. Là sincèrement, on est arrivé à un point où tactiquement, je pense vraiment qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Là, typiquement, on reprend le match contre les Pistons, qui vient de se finir, sans un très bon LeBron James, des shoots un peu casse-cou d'Anthony Davis qui rentrent, ses fadeaway qu'il met dedans, alors qu'puis il en met pas un seul, et ses tirs à 3 points, il en met 2 sur 2, alors qu'il est à 16% sur la saison. Et Russell Westbrook, pareil, qui est bon à 3 points et qui met des pull-ups en fin de montre, etc. Franchement, on n'était pas loin de le perdre encore ce match contre les Pistons. Et à un moment donné, t'as les Pistons où tu galères contre les Kings. Comme tu disais tout à l'heure en début de pod, en entrée de pod, on a eu un calendrier qui était franchement facile. En termes d'équipe contender, pour le titre de cette année, on a rencontré les Suns, on a rencontré les Warriors, on a rencontré les Bucks, on a rencontré le Heat. Excusez-moi les fans des Bulls, mais bon, voilà, là j'ai sorti, on va dire, 2 contenders à l'Est et 2 contenders à l'Ouest qui sont pour moi ultra sérieux. On a gagné un seul de ces 4 matchs. Avec la manière, il faut le dire, contre le Heat. On passe pas si loin que ça contre les Bucks sans LeBron, mais il a fallu un très bon Russell Westbrook et un Anthony Davis qui a quand même pas mal morflé. Et finalement, Warriors Suns, là pour le coup, on se fait marbrer. C'est le début de saison, après, on est bien d'accord. Moi, cette équipe, il faut pour moi qu'il y ait un changement radical. Et moi, j'exclurais pas l'idée de se séparer de Frank Vogel et de le remplacer. Maintenant, évidemment, la deuxième question qui suit, et tu donneras ton avis Clément, tu veux virer Vogel, c'est bien. Qui est-ce que tu fais venir ensuite? Parce que si c'est pour faire la promotion, et tu allais le dire, de David Fisdale, je ne crois pas que ce soit forcément une bonne idée de se séparer de Frank Vogel. Quelles sont les options qu'on a devant nous, en fait, concrètement? Le souci, déjà, c'est que les franchises qui se séparent d'un coach et qui finissent champion à la fin de l'année sont rares. Ouais. C'est quoi le dernier? C'est le Heat. Ouais. Le Heat. Voilà, attends, je te coupe. Vas-y. Il y a aussi parce que j'ai pas envie d'oublier, il y a aussi le fait que se séparer de Frank Vogel, ça signifie de l'avoir sur la payroll des Lakers en recrutant un autre coach, alors qu'on n'a pas voulu payer Caruso il y a 3 mois. Donc est-ce que dans l'idée, la franchise déjà de base serait prête financièrement à faire ce move? C'est pas sûr. Mais bref, pardon, excuse-moi, je te laisse reprendre. Et voilà. Et en fait, le souci, c'est que déjà de 1, c'est très compliqué de trouver un coach et de gagner un titre la saison qui arrive. Oui. Et généralement, tu te tournes vers le coach assistant en chef. Ce qui était Jason Kidd qui est parti à Dallas. On le salue, on le regrette pas trop, mais bon. Le souci, c'est que ce qui était pointé du doigt sur les 2 dernières années, c'est que voilà, Vogel n'était pas un bon stratège offensif. C'est pas un souci quand tu es capable de compenser ça avec tes assistants. Sauf que les assistants qui avaient été pris n'étaient pas de bons stratèges offensifs. Voilà. Lionel Hollins. Voilà, et Jason Kidd. Pour parler parce que c'était vraiment les entraîneurs majeurs. Quoi. Voilà. Lionel Hollins s'en va, Jason Kidd s'en va, et il reste une place de second à trouver.
pour un potentiel coordinateur, un mec capable de poser des systèmes et dire écoute, Franck, ça me semble correct, ça me semble correct, on peut rajouter ça et ça et ça. Tu vois, on peut partir de ton isolation si tu veux, ou de ton post-up, et on rajoute ça. Sauf qu'on on vient télescoper quelques mouvements, quoi. On a pris David Fisdale, qui est sur sa carrière aussi mauvais offensivement que Frank Vogel et moins bon défensivement. C'est-à-dire que si tu veux une solution intéressante, il va falloir se tourner vers l'extérieur. Mais quelle franchise est capable de lâcher son coach assistant ? Je sais pas. Je sais pas. Il y a toujours l'option Phil Andy, mais j'ai du mal à y voir les Lakers, la franchise des Lakers, poser Phil Andy à la place de Vogel, alors que Fisdale est là comme l'épée de Damoclès, quoi. Tu vois, il faut être réaliste aussi. Phil Andy, il sera potentiellement un coach dans le futur et potentiellement un bon coach. Je pense que c'est un des choix qui ça fait partie de la suite de sa carrière. C'est pas quelqu'un qui est très vieux encore, hein. Donc il a totalement le temps de coacher, et il est énormément aimé par le trio de stars, notamment par LeBron James. Maintenant, moi je sais rien de lui entre guillemets sur ses capacités en attaque, puisque c'est vraiment ça qu'on va devoir viser. Et derrière, écoute, il y a des noms. En vrai, on peut les citer. Il y a Atkinson, potentiellement. Il y a D'Antoni qui a pas de job, ou peut-être qu'il a un job, je sais pas, je crois pas. Non. Et là je parle en tant que head coach, hein, parce que je vois très très mal D'Antoni rejoindre Frank Vogel en tant que coordinateur offensif là comme ça au mois de décembre, tu vois. Ça me paraît un peu compliqué. Donc en fait les positions, finalement les noms sont limités. Tu vois qui d'autre? Non, j'en vois pas trop. Après, il y avait Alvin Gentry, on espérait que Alvin Gentry se fasse dégager, mais non. Par contre, parmi les coachs disponibles, il y a Luke Walton, si tu veux. Mais imagine The Last Dance, le retour. Pour revenir juste sur un petit truc où on disait que Frank Vogel était responsable, etc. Tu as parlé en début de podcast de Caruso. On se sépare de Caruso, on fait selon moi le mauvais choix, mais il y a une limitation financière derrière. On n'a pas amélioré le roster. On n'a pas amélioré le roster, mais on n'a pas amélioré le coaching staff. C'est-à-dire que tu as deux coachs qui partent, et les moves de Rob Pelinka de ce côté-là, c'est signer David Fisdale, voilà, et de faire monter Mike Pemberley, qui est le coach de shoot des Lakers sur les 2 dernières saisons. Gros succès, hein. Rappelons-le que les Lakers étaient parmi les moins bonnes équipes au shoot. Voilà, de le faire monter encore en assistant. C'est-à-dire que tu prends des coachs, voilà, avec une certaine spécialité, et tu les fais monter dans ton organigramme pour quelque chose qu'ils ne sont pas supposément connaître. Alors c'est bien, la formation, on a déjà vu des assistants qui se sont imposés après comme des futurs stratèges. Voilà, Spoelstra, il était analyste vidéo au départ. Oui. Mais là, c'est-à-dire que là, comme assistant, les Lakers, j'entends assistant au sens large, hein, donc tu as les coachs de shoot, les coachs de développement, tu as 5 types à côté de Frank Vogel. Alors, là, je fais la liste. Les Clippers, donc il y a Ty Lue, ils en ont 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à côté. Voilà. Et toutes les franchises, voilà, en ont 7, 8. C'est-à-dire que les restrictions, elles sont aussi au niveau du staff, visiblement. Ouais. Donc, tu peux pas te plaindre que ton équipe soit claquée quand tu as décidé de pas améliorer ton équipe, en fait. Tu te fais sortir au premier tour et tu n'améliores pas ton équipe. Oui. Stratégie. Et là, tu parles de ton équipe, de ton coaching staff, avant de parler même de l'équipe en elle-même. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est sûr. Et c'est vrai que ça répond à pas mal de questions qu'on nous a posées tout à l'heure sur Twitter. Et c'est une belle. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, vraiment un point intéressant que tu soulèves. Tout à l'heure, il y avait Zangezinho95 qui me disait Pelinka a merdé dans la création du roster. En fait, alors oui, il a merdé dans la création du roster, si on parle vraiment des joueurs en question, parce qu'on avait dit qu'il y avait un déséquilibre et que c'était un effectif qui était risqué. Mais comme je dis, il y a un problème criant par rapport au coach. Et c'est pour ça que moi, tu vois, je suis un peu dubitatif quand tu parles de récupérer un coordinateur offensif. Parce que je sais que Crangy, il est à fond dans cette idée. Par exemple, je le vois sur son Twitter, il est à fond dans cette idée. Mais en fait, à moins que demain Pelinka décroche son téléphone et dise « Ah, Crangy, j'ai vu tes tweets, ils sont incroyables. Tu connais plein de sets, viens aider Frank Vogel à les mettre en place. » Moi, sincèrement, je vois pas un monde où on va... Là, comme ça, d'un coup, décider de recruter un coordinateur offensif. Ça fait depuis déjà 3 saisons. On est dans la 3e saison où Frank Vogel coach cette équipe et où notre attaque se résume à une domination de LeBron ou AD, sinon rien. Et on n'a pas eu comme tu dis, de move de
dans notre coaching staff. Donc, pour moi, c'est pas pour aujourd'hui. Et c'est assez dramatique d'ailleurs. Et effectivement, comme tu dis, tu peux pas espérer aller très très loin. Si de base, tu as un roster qui est déséquilibré, mais qui peut potentiellement être très intéressant en attaque, que tu n'optimises pas du tout, d'une part, avec ton coach qui est perdu, qui est has-been par rapport à l'attaque d'aujourd'hui et par rapport à comment il faut faire jouer une équipe. Parce que, excuse-moi, mais quelle est ton ambition en tant que coach quand tu fais starter Avery Bradley et DeAndre Jordan à côté de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook? Je veux dire, quelle est ta putain d'ambition? Tu vois, genre, à un moment donné, il faut que tu te dises, mais il faut que tu regardes dans une glace et tu te dises, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre, quoi? Tu vois, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Et ouais. Ouais, non mais il y a une stat qui m'interpelle quand même pas mal, puisque tu te souviens, quand on a fait la preview, on avait parlé du travail d'Europe Pelinka la volonté d'Europe Pelinka d'axer le recrutement sur le shoot extérieur. On a recruté des joueurs capables de rentrer des catch and shoot à un haut taux de réussite, si tu veux. J'avais en mélo, il y avait qui? Il y avait Ellington, il y avait Bazemore, il y avait Malik Monk, voilà, ces joueurs-là. Et en fait, quand tu regardes les joueurs capables de rentrer nos réussites au catch and shoot, en fait, seuls LeBron et Melo font partie des meilleurs de la ligue. Voilà. Les autres, même Ellington, ils sont dans la moyenne. Bazemore, il est étonnamment bas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas un seul joueur qui se trouve par rapport à toute sa carrière. Tu vois, c'est pas. Il y a l'ensemble de tes shooters qui sont mauvais. Et voilà. On avait déjà eu des précédents. Hein. Danny Green qui mettait rien dedans une fois qu'il arrive aux Lakers. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on recrute des shooters et qui se vautrent, quoi. Wesley Matthews. Wesley Matthews aussi, ouais, effectivement. Tu vois, c'est devenu l'habitude. Alors, bon, Malik Monk, moi, je le soupçonne un petit peu d'avoir surchauffé la saison dernière et de rentrer dans le rang un peu comme un Schroeder ou même un Kuzma. Mais pour les autres, effectivement, c'est assez dramatique, quoi. Surtout qu'en plus, LeBron en catch and shoot, oui, mais LeBron, c'est pas son tir, quoi. Tu vois, c'est pas un catch and shooter à 3 points. LeBron, il aime bien le fuck you 3, ces petits step back un petit peu rodés à 15 000, que personne n'arrive à contester quand même, alors qu'il est lent et qu'il les fait, mais que ça rentre quand même. Mais tu vois, LeBron, c'est pas le shooter que tu poses dans un corner et à qui tu vas kick ta balle pour prendre des 3 points, quoi. Donc ouais, effectivement, comme je dis, en fait, il n'y a rien qui va, il n'y a rien de cohérent, il y a rien. En fait, personne n'est à sa place, tant en attaque qu'en défense. Et c'est assez dramatique parce que, en fait, on gagnera pas de titre juste avec LeBron James, Russell Westbrook et Anthony Davis. Même si les trois sont performants, on ne sera pas champion. On ne sera pas champion. La marche, elle va être trop haute. Franchement, quand tu regardes les Warriors aujourd'hui, ou même les Suns, mais tu te dis, mais il y a un monde d'écart, quoi. Il y a un monde d'écart. Les Suns, typiquement, ils n'ont pas de joueurs particulièrement surchauffe comme peut l'être Curry en ce moment. Encore que je dis surchauffe, tout est relatif. Curry, il est juste extraordinaire, c'est comme ça. Quand tu vois les Suns et leur ligne de conduite, c'est les mêmes Suns que l'année dernière, avec un roster qui s'est bonifié entre-temps, légèrement, et toujours dans le ball movement, l'extra pass, etc. Exactement l'inverse de nous, quoi. Et c'est aussi des joueurs, enfin ça me fait penser à notre saison du titre en fait, des joueurs qui sont en mission, qui sont appliqués du début jusqu'à la fin. C'est ça. Et ça c'est une critique qu'on peut faire sur notre équipe, c'est-à-dire qu'on démarre à peu près correctement les matchs, un petit trou d'air dans le second, on revient pas des vestiaires en troisième quart-temps, et généralement l'écart est fait. On a perdu un nombre de matchs conséquents de ce côté-là en faisant ça. Je repense à Boston, on se prend une tôle en deuxième mi-temps assez énorme, alors que le match on le tient, Boston est vraiment au fond du seau ils sont pas bons en plus dans leur saison. Ils étaient pas bons, quoi. Je crois que Jaylen Brown est blessé, voilà, il y a Dennis Schroeder qui les maintient en vie, et en troisième quart-temps on est catastrophique. Alors c'est bien, dans le quatrième quart-temps on a un net rating positif, mais bon, si tu as déjà 15 points de retard, c'est ça. Tu peux pas remonter à chaque fois. Et le souci au niveau mentalité, c'est que ça t'arrive quand tu as des équipes jeunes généralement. Voilà. Ça manque de sérieux, ça manque de constance. Là on a que des vétérans. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Le nombre de défaites où les joueurs semblent lâcher, où ils font les choix stupides. Il y a un peu de ça. Effectivement, il y a beaucoup de ça. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, d'aller dire. Vas-y. Non, c'est bon. Non, je veux dire, il y a un peu de ça. Et là, pour le coup, c'est un problème qu'on peut imputer à tout le monde. Et en vrai, personne, tu le disais tout à l'heure, en fait, personne ne peut être épargné par ça. Anthony Davis, le premier, que j'aime beaucoup, il est pas des fois en défense. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est fatigué, je n'ai pas d'explication sincèrement. Peut-être que c'est parce qu'il est un peu fatigué, parce qu'il joue beaucoup de minutes et parce que il est un peu le seul à beaucoup cravacher en défense comme en attaque. Il y a des moments où les coverage il les fait même plus, quoi. Tu vois, ça arrive. Russell Westbrook,
Bah, c'est vraiment quand il veut et c'est pas régulier. LeBron en défense, c'est plutôt un joueur qui s'est plutôt révélé être meilleur en défense que ce qu'on s'imaginait l'année du titre et même l'année dernière. Et cette année, il en touche pas une, quoi, tu vois. Alors je sais pas s'il en a rien à foutre ou pas, mais cette année en défense, LeBron, il est pas terrible. D'ailleurs, j'ai vu son dev rating individuel, il est à 110, quoi. Ce qui est nul, c'est nul à chier. C'est pire que le dev rating moyen de l'équipe. Donc, alors, bon, pour LeBron, on peut lui filer le pass parce qu'il impacte tellement en attaque que finalement, c'est pas dramatique. Mais la force, pourquoi est-ce que je parle de LeBron, d'AD et de Westbrook et de tout le monde? C'est parce que la force de notre équipe en défense, la saison dernière et surtout la saison d'avant, l'année du titre, c'est qu'il y avait des moments où on arrivait et on posait la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis d'un coup, grosse clim. On arrivait à enchaîner 4, 5, 6 stops des fois, sans qu'il y ait aucun panier, aucun lancer franc concédé. Derrière, tu scores. Et c'était vraiment la force de cette équipe. C'était être capable de caler des runs par d'excellentes possessions défensives et des enchaînements de stops, tu vois. Et on se rend compte que cette équipe-là, aujourd'hui, est plus capable de le faire. Elle le fait des fois. Elle l'a fait contre les Pistons. Là, on a collé un 16-0 contre les Pistons. Mais c'était aussi dû au fait que les Pistons gâtaient les tirs, hein, puisque vraiment nous qui les forcions à les rater. En fait, on a perdu ce petit truc qui faisait que tu avais peur d'affronter les Lakers parce que tu savais qu'à un moment donné, tu allais avoir un réveil d'AD ou plutôt AD passe la troisième et Caruso rentre sur le parquet et tu as des rotations qui sont propres et tu es au star, tu peux plus mettre de panier, tu vois. On a perdu ce petit truc. Et tout à l'heure, tu parlais de Boston, etc. Et tu parlais d'ajustement même, de manque d'ajustement de Frank Vogel. Cette année, on s'est pris des mixtapes par un nombre de joueurs impressionnant. Et à un moment donné, il n'y a pas un seul moment où Vogel se remet en question et se dit, bon attends, ce joueur-là quand même, il prend feu, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. On lance la session d'Evan Fournier, qui était nul, mais nul. Giannis, il pose 47 points. Il sortait de 5-6 matchs où il n'était pas terrible, où il était même assez décrié parce qu'il scorait peu et parce que les Bucks avaient des résultats un peu en dilettante. On lance la saison de Tatum, on lance la saison de De'Aaron Fox. On se fait... Enfin, il y avait Damian Lillard aussi qui était vraiment paumé. Damien Lillard qui était paumé, qui nous explose. De toute façon, Damien Lillard, franchement, tu voyais le Blazers Lakers arriver et tu sentais la merguez arriver direct. Tu savais que Lillard allait lancer sa saison contre nous. On était à un moment donné où justement on offrait des mixtapes un peu à tout va et pour Lillard, franchement, j'aurais parié 3000 balles que ça allait se passer. Donc ouais, tu parles, donc il n'y a pas d'ajustement. Donc quand tu as un joueur en face qui va prendre feu, il n'y a pas un moment donné où tu décides de le trapper, il y a un moment donné où tu le trappes à chaque fois pour le dissuader, où tu mets un marquage individuel potentiellement avec un de tes très bons défenseurs, CF, AD par exemple, pour le gêner un petit peu. Voilà, il y a un manque d'ajustement aussi parce que Vogel a du mal à analyser les faiblesses des joueurs qui prennent feu, tu vois. Un mec finalement comme Fournier, excuse-moi, j'aime beaucoup Evan Fournier, mais c'est pas très compliqué de l'éteindre, quoi. Tu vois, c'est pas très compliqué de l'éteindre. Il faut qu'à un moment donné, tu poses un temps mort et que tu décides de faire des ajustements. C'est pas normal qu'un mec comme Evan Fournier puisse prendre feu contre nous, tu vois. Enfin, c'est pas normal. Si on veut être un contender sérieux, c'est pas normal. Ce qui m'inquiète le plus, pour en revenir sur cette mentalité de défendre, etc., c'est aussi la mentalité des joueurs. C'est-à-dire que tu prends une rouste contre Portland et tu gagnes ton match après je crois que c'est contre Portland. Hein. On prend une rouste. On gagne contre Charlotte après prolongation. On se fait exploser par Portland. Ouais. Et ça sort des grandes tirades, c'est bon, on a compris, ça nous a piqué au vif, etc. On refait rappeler les mêmes conneries. Pour finalement perdre 3 matchs après, voilà, on se fait latter par Minnesota, c'est bon, on a compris, on refera appeler les mêmes conneries, on gagne contre San Antonio, on se fait relater par Chicago. C'est-à-dire que t'as une équipe de vétérans qui se comportent comme des rookies, qui ne comprennent pas, qui n'apprennent pas ce qui se passe. Et c'est ça qui me rend un peu pessimiste, c'est que autant voilà, des matchs avec une attaque flinguée, on en a déjà vu, voilà, une défense, parfois ça se trouve, pas de souci, tu peux te rater, tu peux perdre, mais tu as l'impression que tu reproduis le même schéma et qu'il n'y a pas d'avancée au bout de 22 matchs de saison, quoi. Ah, puis en fait, on a gagné 11 matchs, Clément, mais sur ces 11 matchs, quels sont les matchs où on les a dominés de bout en bout, quoi, tu vois? Il y a eu les Rockets, voilà, c'est pas le grand espoir du siècle. Il y a eu les Cavs. Il y a eu les Cavs et encore les Cavs, ça a été poussif. On est allé jusqu'au 4e quart-temps quand même contre les Cavs. Et puis les Spurs une fois. Mais sinon, tu ne gagnes même pas avec la manière, quoi. Non seulement tu ne fais pas respecter la hiérarchie, mais en plus tu ne gagnes même pas avec la manière quand ça arrive. Tu vois.
Je crois qu'on a balayé l'ensemble des questions qu'on avait pu avoir sans citer forcément les gens parce que déjà les questions se recoupaient, mais globalement on a tout balayé. Il y avait juste une question de comment on se sort de ça. Est-ce qu'un trade est envisageable? Ça paraît compliqué. Oui, en fait, tu trades, du coup, t'envoies THT, quoi. Les seuls assets disponibles, grosso modo, donc un salaire supérieur au minimum, c'est THT, Kendrick Nunn, qui a la mid-level exception. Mais qui doit avoir une valeur marchande en dessous de 0 puisqu'il n'a même pas joué un match. C'est ça. Qui tu veux le trade? Et grosso modo, tes 3 stars. Sauf que c'est pas le projet d'échanger tes 3 stars pour le moment. Voilà. Donc ça ne viendra pas d'un trade ou d'un trade mineur, mais voilà, la solution ne sera pas celle-ci. Nas, vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, j'allais dire, ce qui est assez terrible, c'est que ce début de saison, il est vraiment pas bon. Et là, actuellement, on n'a pas de réponse. En fait, on n'a pas de réponse idéale à vous donner. C'est-à-dire que toi comme moi, Clément, on suit cette équipe tout le temps. Et moi, je suis incapable de te dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que cette équipe s'améliore, hormis, évidemment, le scénario idéal qui serait de au moins recruter un coordinateur offensif pour qu'à défaut de bien défendre, au moins qu'on soit intelligent en attaque. Mais ça, c'est pas fait. C'est pas fait parce que c'est pas arrivé avant. Il n'y a jamais eu de rumeur, quelle qu'elle soit, par rapport à tout ça. On peut peut-être éventuellement être optimiste en disant que Westbrook monte vraiment en puissance, que AD est pas du tout au max et que LeBron va se remettre à jouer. C'est vrai qu'on a peur. Il nous a manqué quand même sur pas mal de matchs. Mais ça, tu vois, ça va nous faire gagner des matchs en saison régulière. Ça va peut-être nous faire gagner quelques seeds, mais ça ne nous transformera pas en potentiel champion et rouleau compresseur, quoi. Donc, je sais pas. Je suis pas super optimiste pour la suite de cette saison, personnellement. On élude toujours la partie pronostic. Je pense que c'est bien pour notre santé mentale. Non, on fera pas ça sans Adrien. Un top et un flop, Nas. Qui mettrais-tu en top sur ces débuts de saison? Un top, je mettrais Austin Reeves pour pas tomber dans la facilité en disant LeBron ou AD, puisque en vrai d'ailleurs pour ce qui est de LeBron et AD, les deux m'ont déçu un petit peu chacun à leur manière cette saison. Donc si vraiment je devais en mettre un qui m'a pas déçu, ce serait Austin Reeves. Ouais. Ok. Mais c'est quand même assez dramatique de mettre un non drafté de 23 ans en top de ton premier quart de saison, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Carmelo Anthony, je vais partir sur Carmelo, qui joue, je le répète, qui joue beaucoup trop, qui est pas assez bon défensivement pour rester sur le terrain. Et c'est aussi un aveu de faiblesse, c'est-à-dire que quand tu mets Carmelo 30 minutes sur le parquet, c'est parce que ton équipe est incapable de produire quelque chose de correct en attaque, et tu estimes que l'apport offensif sera toujours mieux que la défense, ou l'absence de défense dans ce cas-là. Mais toujours est-il que finalement, il est là où on l'attend, c'est-à-dire que très bon offensivement, capable de sanctionner les prises à 2 et les positions à 3 points qui lui sont données. Et il gueule en défense aussi. C'est ça. Finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les rotations sont à peu près correctes. Bon, il a toujours des oublis et ça ne changera pas, mais bon. Un point positif pour Carmelo sur ce début de saison. Un flop. Il y en a beaucoup. Moi, mon flop, c'est Frank Vogel, tu vois, parce qu'on est à 22 matchs de cette saison régulière et on n'a pas du tout, on n'a rien vu, nous laissant présager que cette équipe va être un potentiel contender. Et c'est de sa faute. Moi, je dis de base, j'aime bien Frank Vogel, mais il faut arrêter de dire que un front office doit construire une équipe pour un coach. Non, un front office doit construire une équipe autour de ses superstars. Derrière, c'est au coach de les faire jouer. Et Frank Vogel, pour l'instant, force est de constater qu'il n'y arrive pas. Son système défensif très rigoureux et solide dans le passé, il n'y a pas de problème à le dire, ne fonctionne pas pour le moment. Il avait aussi la réputation quand même avant, à défaut d'être un bon tacticien offensif, d'être un bon meneur d'hommes. Il l'a été dans le passé. Cette saison, il ne l'est pas. Il faut le dire. Si mentalement ton équipe craque à chaque fois qu'elle prend une lead de 11 points, c'est que tu les motives pas suffisamment, c'est que tu sais pas leur parler correctement à tes joueurs. D'ailleurs, franchement, on sait pas, mais peut-être que le vestiaire l'a déjà lâché, alors on se parle. On n'en sait rien. Ça se verrait sur le terrain, je pense. C'est pas vraiment le comportement d'une équipe qui a lâché son coach actuellement. Ouais, mais ouais, voilà, mon flop, ce serait Frank Vogel. Franchement, ce serait Frank Vogel. Tu peux dire, oui, vas-y. J'en avais plusieurs. Il y a deux titulaires qui m'intéressent. J'avais aussi Talen Horton-Tucker qui nous a lâché 3 bons premiers matchs avant de rentrer dans le rang. 2 bons. Ouais. 2 bons. 1,5 même. Ouais. Et du coup, non, je vais rester sur DeAndre Jordan qui m'horripile en fait. C'est terrible.
Bah, il aurait pu tout le monde. Mais c'est vrai que par contre, THT, effectivement, on aurait pu le mettre dans les flops. Parce que bon, c'est pas toute sa faute, mais effectivement, deux gros matchs et derrière, plus de lucidité, plus rien, quoi. Et même s'il a 21 ans depuis quelques jours, hein, Oui. c'est quand même le 4e salaire de l'équipe et Exactement. t'en attends forcément un petit peu plus de ce côté-là. Absolument. Mais bon, espérons que ça vienne. Si c'est bien passé sur les premiers matchs. Et c'est vrai que si tu fais bien de parler des salaires, on est aussi tombé un petit peu dans la faiblesse du modèle Pelinka / 3 superstars. C'est que t'as 3 superstars et après t'as une petite MLE toute mignonnette et derrière c'est que du contrat minimum. Et en fait, avec des contrats minimum, ça saurait si tu pouvais recruter des joueurs qui étaient très bons en attaque et très bons en défense. Malheureusement, c'est souvent unidimensionnel, voire ni l'un ni l'autre. Et il y a pas mal de joueurs chez nous qui sont dans cette configuration-là. Unidimensionnel pour des mecs comme Melo ou Monk, et ni l'un ni l'autre comme DeAndre Jordan ou Rajon Rondo, par exemple. Et le souci, c'est que tu peux pas te positionner sur des trades et que le seul moyen qu'il y avait, c'était d'avoir des assets que tu as laissé filer. Notamment, si tu veux pas garder Caruso, tu veux toujours le signer et penser le trader pendant la saison. Ça, c'est toujours possible. Mais ça n'a pas été fait. Donc, c'était bien les 3 premiers matchs, du coup, pour THT. Ok. My bad, alors. Ouais. C'est ça, San Antonio, Chicago et Milwaukee, ouais. Il fait 23 points. Voilà, 23 points de moyenne, 7 rebonds, 40% 3 points. Et après, point. La descente aux enfers, ouais. Voilà, mais non, je vais rester sur DeAndre Jordan. Beaucoup ont critiqué l'activité de Marc Gasol. Ouais. Mais je suis Aujourd'hui, Marc Gasol, on le prend tous les jours que Dieu fasse. Hein. C'est ça. Ouais. Nas, un petit mot de la fin? Oui, un petit mot de la fin. En vrai, non, j'en ai pas. Je suis content d'avoir enregistré ce pod, comme toujours. La banane, le smile, ça fait plaisir. Je garde espoir en me disant que Russell Westbrook va encore step up, parce qu'il est vraiment de mieux en mieux. Je pense que tu l'as remarqué aussi. Ouais. C'est bien. Ça commence à être même très bien. Maintenant, il faut que ça se confirme contre des non-laundry teams et dans des victoires aussi, parce qu'on a beaucoup de mal à gagner quand Russell Westbrook est très bon. Et il faut gagner des matchs maintenant, il faut capitaliser sur tout ça. Et puis voilà. Sinon, à part ça, merci à tous ceux qui vont nous écouter, merci à tous ceux qui nous ont répondu, qui nous ont envoyé leurs petites questions. On espère en avoir couvert le maximum sur Twitter. Et puis à très vite pour le prochain podcast Incendie à éteindre dans quelques semaines. T'allais esquiver une question, mais il y a une question sur la ah oui, effectivement. Le tweet qu'on a posté, c'est combien de points perdus depuis que la BM de l'enfer est arrivée? Alors pas de points, je sais pas, j'ai pris l'autoroute entre Bondy, région parisienne et Lyon pour la ramener chez moi, et j'ai tellement bombardé que c'est possible que je reçoive une amende dans pas longtemps. Pour l'instant c'est trop tôt, donc je l'ai pas, mais je me suis déjà pris une petite amende de stationnement là dans Lyon, 135 €, ça fait plaisir. Donc voilà. Très bien, moi je vous remercie toujours d'être autant. On approche tranquillement des 40 000 gens qui nous suivent sur le compte. C'est assez fou. C'est un plaisir de partager notre névrose et nos dépressions devant l'image des Lakers ensemble. Ouais, c'est ça. Et puis, là où moi, effectivement, je rejoins ce que tu disais, je vous remercie aussi parce que vous continuez de réagir et vous dites pas, bon, les Lakers, cette saison rideau, on arrête d'en parler, on fait comme s'il n'existait pas. Non, vous venez en débattre avec nous, vous regardez les matchs, il y a du monde réveillé la nuit pour regarder les matchs et tout. Et franchement, on vous félicite et on vous remercie, quoi. Allez, on se revoit d'ici une quinzaine de victoires, Nas. Allez. Et on prend rendez-vous donc pour le 23 mars. Allez, nickel. Bon. Allez, bonne soirée à tous.